Allez, salut les affreux, ça faisait longtemps. On se retrouve pour un compte rendu de bataille, comme d'habitude, toujours chez Eric, sur la campagne de 1813, qui est en préparation par les auteurs de Légion d'honneur, Jérôme en l'occurrence, et Reynald. Et on avait donc concocté une petite partie plus ou moins d'entraînement ce week-end, qui opposait donc une belle armée de Français face à des alliés russo-autrichiens. Non, il n'y avait pas de Prussiens ce coup-ci. Donc une bien belle armée, une belle table comme vous pouvez voir ici, avec plein de potes pour jouer. Donc il y a Raphaël à droite, Fred à gauche au premier plan. À côté de Raphaël, il y avait Maxime et on voit tout au fond Eric qui nous a accueillis donc, pour cette superbe partie. Et on avait un petit nouveau, Sylvain, de mémoire il s'appelle, j'essaie de retenir son prénom, qui a participé donc, et qui était côté français pour participer à cette belle partie. 3600 points de chaque côté, donc c'est des gros budgets, mais bon, une belle table comme ça, ça méritait bien des budgets de cet ordre-là. Donc côté effectif, qu'est-ce qu'il y avait de présent pour cette bataille? Il y avait côté, alors on est côté allié ici, on est sur le côté droit avec du russe, donc du russe avec de la cavalerie classique, du SAR à 4 escadrons, des mousquetaires, des régiments à 4 bataillons. On avait de l'artillerie, donc l'artillerie classique russe qui est composée donc de 2 canons de 12 et un de 20 livres, c'est du grand classique. Voilà pour le russe, qui avait également en réserve, je crois, un autre régiment de cavalerie. Non, je dis une bêtise. Il y avait un deuxième bataillon, plutôt un deuxième régiment avec 2 bataillons et pas de réserve pour le russe. Côté autrichien, sur du grand classique aussi, on a des canons de 6 livres avec des obusiers, on a deux batteries ainsi constituées, des régiments de ligne à 2 bataillons, comme prévu sur la campagne 1813, avec pour un de ces régiments un bataillon en vétéran, donc qui donne des bonus à la discipline et aussi au combat, et qui peut être stoïque par moment. Non, ça c'est pour les grenadiers. Côté français, donc ce sont des classiques aussi pour 1813, on a des régiments à 4 bataillons, voire 2 bataillons avec au moins la moitié en conscrits. On voit que le français avait détaché les voltigeurs, donc les unités voltigeurs étaient des unités indépendantes. L'artillerie française elle est assez classique, c'est du canon de 6 livres avec des obusiers, mais on va voir un petit peu plus loin que Raphaël a constitué une grosse batterie ou a mis une ligne de canons avec du 6, de l'obusier, un canon de 12 en réserve, enfin c'est la réserve mais qui est sur la table, et des UA à cheval, une seule UA par brigade. Donc on en voit une là au centre de la table, il y en a une deuxième sur la gauche de la table. Il y avait également un régiment d'infanterie légère qui était derrière le bois. Et puis il y avait de la cavalerie lourde. Donc la cavalerie lourde française, c'était des cuirassiers, je vais y arriver. Donc il y avait 2 brigades avec des régiments de cuirassiers à 2 escadrons. Et il y avait également un régiment de dragons qui lui était en réserve avec un régiment de cuirassiers. Il y avait aussi de la jeune garde, l'infanterie, la jeune garde, avec un régiment à 2 bataillons. Donc voilà pour tous ces effectifs qui étaient sur la table, ça fait 3600 points, ça fait pas mal de figurines, et ça fait des belles tables comme vous pouvez voir ici. Donc vu depuis la tour Montparnasse, on voit en bas les alliés, avec à droite les Russes, à gauche les Autrichiens. La réserve autrichienne, enfin la réserve alliée n'était pas rentrée. On voit ici les objectifs. Les objectifs c'était 50 points par maison occupée, avec pour avoir ces points il fallait être en ordre serré, donc pas en désordre et pas en déroute, pas en fuite. Et la colline 100 points, il fallait également être en ordre serré. Pour la colline, c'était le nombre d'unités en ordre serré, je vais y arriver, qui est occupé la colline. Donc c'était une grosse empoignade pour arriver à être le plus nombreux possible sur cette colline, et surtout à parvenir à chasser l'ennemi de cet objectif. Tous les autres décors étaient là pour faire joli, pour mettre un peu aussi de piment dans la partie, et vous allez voir que du piment, ça n'a pas manqué.
On se retrouve à la fin du tour 1 où sur le côté gauche il ne va pas se passer grand chose puisque les unités avaient des ordres d'avancée de tir, côté français, côté autrichien. On voit ensuite les unités qui se sont avancées, les canons qui ont fait des feux quand ils ont pu être activés. L'Autrichien n'a pas pu être activé en permanence. Et puis les maisons qui sont occupées par des Autrichiens, les maisons qui sont ébranlées par l'artillerie française. C'est pour ça que le toit est un peu dégagé. Et puis on voit aussi que la réserve a commencé à rentrer sur la table. Ici, en l'occurrence, un régiment de hussards autrichiens. Les canons autrichiens ont pris du tir, mais ils en ont fait aussi. Donc ils ont tiré en face sur les voltigeurs et ils ont fait quelques pertes. Mais rien de bien fantasmagorique. Et puis l'infanterie française qui commence à monter sur la colline du centre. Donc ce n'était pas un objectif. Mais c'était quand même intéressant de pouvoir occuper ce point-là. Pour les Autrichiens, les grenadiers sont entrés, 3 bataillons ici flanqués d'un régiment de hussards, et les Russes eux, qui flanquent toute cette organisation. Donc les canons russes font du tir, mais en prennent aussi. Et sur ce premier tour, ils se retrouvent sur un duel d'artillerie avec une UA déjà qui est inopérante jusqu'à la fin du tour suivant. Donc ça commence plutôt mal pour le Russe. Et enfin, un peu plus sur la droite du dispositif allié, et côté gauche français, on voit que tout le monde veut prendre l'objectif de la colline. Donc tout le monde essaie de monter sur la colline, et ça promet pour les tours suivants, avec les cuirassiers qui commencent à flanquer le dispositif, et les hussards qui vont se préparer, certainement recevoir une charge de cuirassiers, pourquoi pas. On n'est pas à ça près côté russe. La vue aérienne depuis Air Force One, donc on voit que côté gauche autrichien on s'est avancé. La première partie de la réserve est rentrée avec ici un régiment de hussards, un deuxième régiment de hussards ici, et 3 bataillons de grenadiers qui sont rentrés ici. Côté russe, donc il y a eu du tir infligé et subi surtout par la grosse batterie française qui est ici. Et donc sur ce tir-là, il y a un canon russe qui ne peut plus être utilisé, un canon de 12 qui ne peut plus être utilisé. Ça va quand même nous pénaliser pour le reste pour les tours suivants. Et on voit la colline qui commence déjà à être sujet à des futures empoignades. Complètement sur la droite, on voit la cavalerie qui va certainement combattre l'une contre l'autre. Un régiment de hussards face à de la grosse cavalerie lourde française ici. Fin du tour 2 et on voit qu'il y a pas mal de choses qui se passent. On voit ici une bonne position tactique qu'on expliquera un peu plus loin. On voit surtout que toutes les réserves vont rentrer à ce tour-là. Ici on voit la cavalerie, les chevaux légers autrichiens qui sont rentrés. En face, c'est la cavalerie légère qui est rentrée, donc j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure, mais il y avait aussi la cavalerie légère côté français qui était en réserve. On voit aussi que la maison a pris feu, donc il y a eu des pertes, c'est un D6 plus 2 pertes par tour chaque fois que ça brûle. Et ensuite on voit la cavalerie, ici les hussards qui viennent menacer le centre français. On voit ici d'autres cavaleries légères, des lanciers, et on voit un bataillon français qui est parti en fuite suite à des tirs d'artillerie qu'on voit ici, qui ont fait pas mal de dégâts, qui ont fait partir en fuite ce bataillon, qui a entraîné dans sa fuite l'unité indépendante de voltigeurs. Donc les premiers feux autrichiens au niveau artillerie qui ont fait déjà des dégâts. Les grenadiers et la cavalerie prennent d'assaut la colline, ça va être intéressant dans les prochains tours les gars. Et en plus, le français est en hauteur. Ça va être très très intéressant pour la suite, voir s'il y a des combats ou pas. Côté russe et côté français, les canons qui sont restés opérationnels font leur job. Ça tire, ça fait des dégâts, ça fait faire des tests, etc., etc. On va voir maintenant ce qui se passe près de la colline, qui est un objectif à 100 points, je vous le rappelle. Les dragons à 3 escadrons et les cuirassiers qui étaient en réserve sont entrés, on les voit ici derrière, et les autres bataillons qui montent sur la colline pour venir contrer les bataillons de mousquetaires qui sont aussi sur la colline. Et sur la gauche française, la cavalerie lourde qui commence à investir le terrain pour venir menacer les Russes qui se sont mis eux en carré, soutenus par le régiment de hussards. La vue aérienne où on va se concentrer sur un côté de la table qu'on voit ici.
Pourquoi on va se concentrer là-dessus? Parce que je voudrais vous expliquer un peu la petite astuce tactique qui a été appliquée ici. On voit qu'il y a 2 bataillons d'Autrichiens qui sont ici, soutenus par 2 régiments de cavalerie. Celui qui nous intéresse surtout, c'est ce régiment-là de cavalerie. En fait, en se positionnant de cette façon-là, on vient bloquer complètement l'ennemi. En fait, l'ennemi qui est ici, il ne peut pas se mettre en carré. S'il se met en carré, il va se faire tirer dessus, voire même charger par l'infanterie. Il ne peut pas non plus trop rester en ligne parce qu'il est menacé par la cavalerie. S'il s'avance, il se met en danger, et reculer, c'est quasiment hors de question. Donc on voit ici qu'avec très peu d'unités, une très bonne coordination entre les armes, entre l'infanterie et la cavalerie. Et il y a même ici une batterie d'artillerie qui pourrait soutenir. Et on voit qu'on peut carrément complètement bloquer l'ennemi, le menacer, avoir des opportunités de le charger dans les tours qui arrivent. On pourrait même occuper la maison si jamais le Français n'arrive pas à se décider, fait pas trop de mouvements ou tergiverse un peu. Bref, avec une position comme celle-là, eh bien, avec la coordination des armes, on arrive à bloquer tout tunnel. Ici, en plus, la cavalerie était en réserve, donc elle est rentrée après. C'est-à-dire que le Français, qui se croyait peut-être en supériorité numérique, se retrouve complètement bloqué avec l'entrée de cette cavalerie entre les 2 bataillons. Pour ma part, si vous le pouvez, je vous conseille fortement de jouer l'Autrichien de cette façon-là. Allez, on revient sur une vue un peu plus large pour vous montrer surtout le côté droit de la table, cette zone ici, qui est la colline avec 100 points d'objectif, qui va être le sujet d'âpres combats. Parce qu'il y a tout le monde qui monte sur cette colline, parce qu'on a la cavalerie lourde qui commence à venir ici, sur le côté gauche de la colline, et les hussards russes qui vont tenter de s'opposer en soutenant un carré de mousquetaires qui se trouve ici. On arrive à la fin du tour 3, où on voit ici, donc côté gauche, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les Français se sont mis en carré, donc ça va poser problème, on va en reparler peut-être un peu plus tard. Pas mal de choses se sont passées dans ce tour, ça a été un tour assez offensif, on va dire, côté français comme côté autrichien. On voit les menaces de la cavalerie qui était en réserve, on voit aussi les troupes en fourrageurs côté français qui essayent de s'opposer, et on va arriver sur un premier combat. Donc ce premier combat, c'est un combat de cavalerie, puisqu'il s'agit des hussards hongrois qui viennent charger les voltigeurs, qui donc partent en fuite automatiquement, je vous rappelle ce point de règle. Et du coup, les hussards continuent leur mouvement de charge et viennent percuter les chevaux légers lanciers français qui sont ici. Les résultats de ce choc, donc 4 pertes côté hongrois, 5 pertes côté français, donc le régiment de chevaux légers est dissous, il part en fuite, donc des désordres de chaque côté, des fatigues de chaque côté, et donc c'était un combat assez violent quand même, parce que 5 pertes contre 4 pertes, ça fait des dégâts. On est ici côté français, et donc on voit le régiment français qui va partir en fuite, en déroute. Le régiment hongrois, lui, va tenter une retraite en bon ordre, qu'il va réussir, et on va voir ça sur les images suivantes. Donc on voit bien ici le trou qui est fait, les chevaux légers sont partis, les unités autour ont réussi leur test, et on voit ici les Hongrois qui ont réussi leur retraite en bon ordre, qui se repositionnent pour menacer du coup l'aile droite française. La maison est toujours en feu, mais quand même les unités ont réussi à sortir. Sur ce tour-là, je crois qu'ils ont réussi à sortir avec encore des dégâts. Et puis les tirs d'artillerie qui continuent tout au long de la partie. On arrive à un deuxième combat. Il s'agit d'une charge des hussards autrichiens contre l'unité d'infanterie de ligne qui était sur la colline. Donc très peu de dégâts dans ce combat. Pourquoi? Parce que, comme je vous le rappelle, quand une cavalerie charge une infanterie, il y a un test, enfin un jet de dés pour voir les résultats de l'impact de la cavalerie. Donc on jette un dé pour la cavalerie légère, comme ici ça fait des pertes sur des 6, donc sur 4-6, puisque c'est 4 figurines qui viennent percuter. Il n'y a pas eu de perte sur cet impact. Et au combat, comme on voit ici, l'Autrichien a perdu 2 figurines, et je crois que le Français en a perdu 1 ou 2 lui aussi. Donc pas trop de dégâts de chaque côté. C'est le Français qui perd le combat de mémoire, mais qui, sur son test de psy, arrive à rester sur place. Et l'Autrichien, lui, fait une retraite en bon ordre, mais avec la distance de mouvement qu'il réalise, il est obligé de sortir de table. Malgré cela, il pourra revenir sur les tours suivants.
Donc on voit bien ici hein, l'unité d'infanterie qui est restée, les grenadiers autrichiens qui commencent à être menaçants, bien que la maison soit occupée, enfin l'église soit occupée. On voit bien les hussards ici qui sont sortis de table, ils sont représentés comme ça pour montrer qu'ils sont sortis de table. Donc pas mal de mouvements hein, au niveau du centre de la table, avec classiquement des tirs d'artillerie et des duels d'artillerie qui font des dégâts de part et d'autre. On voit ici un canon russe exploser. On voit des canons inopérants côté français. Voilà, donc au niveau de cette partie-là de la table, ça a été assez agité, même si les unités sont loin les unes des autres, les ennemis sont loin les uns des autres. Et on arrive au niveau de la colline. Donc ce combat, c'est pour la colline. On voit les mousquetaires ici qui viennent charger le bataillon de léger, qui est à peine arrivé sur la colline. Donc les mousquetaires, c'est un mouvement de charge unique, il n'y a pas avance plus charge, c'est juste charge, donc pas de fatigue due à ce mouvement, avec les grenadiers en tête, côté russe, alors que côté français, les grenadiers, vous le voyez, ils sont à l'arrière du bataillon, l'arrière à droite, là, celui du bataillon. Les résultats de ce combat, pas mal de dégâts quand même, pas mal de pertes, alors on les voit pas bien ici, mais pour moi le russe n'a pas eu de pertes. Excusez pour les sirènes d'alarme qui passent derrière, pas eu de perte pour le russe, par contre pas mal de pertes côté français qui perd le combat et qui sur son test de psy va devoir partir en fuite. Donc on le voit partir en fuite ici. Les unités autour ont fait des tests de psychologie, comme vous le savez, quand vous voyez une unité en fuite à côté de vous ou une unité qui a perdu un combat, vous devez faire un test de psychologie. Les tests ont été réussis, les unités sont restées en place. Donc on arrive au bout de cette table où on voit les unités qui ont combattu. On voit que sur l'aile droite, les Uhlans russes sont rentrés et on voit donc que sur l'aile droite, les Français arrivent un petit peu en surnombre avec la cavalerie lourde qui est ici, qui a eu un peu de mal à manœuvrer parce qu'il y avait de l'artillerie derrière et puis c'était Sylvain, un jeune joueur qui commandait cette cavalerie, donc on a été un peu indulgent avec lui. Donc voilà, il y a eu quand même 3 combats sur ce tour-là, et on voit ici les généraux, les affreux généraux qui s'organisent avec leurs jetons. La vue depuis Spoutnik, donc on voit ici à gauche que la position tactique porte ses fruits, puisque le français se met en carré, et du coup ce sont les bataillons de ligne autrichiens qui sont en position de force, puisqu'ils peuvent avancer et tirer, voire avancer et charger, sachant que l'infanterie contre des carrés, c'est toujours plus efficace. La colline au centre, elle est l'objet de gros combats, même si c'est pas un objectif. Et la colline qui est à droite, elle, qui est un objectif à 100 points, alors elle aussi, elle fait l'objet de gros combats. Et puis c'est pas fini, parce que c'est quand même un objectif, comme j'ai dit, à 100 points, qui fait beaucoup de points pour le reste de la bataille. Donc on va voir par la suite comment ça va se passer. Bien que côté autrichien, c'était de ce côté-là que je jouais, côté autrichien on est un peu embêté parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui arrivent sur cette zone-là, et notamment la cavalerie lourde qui est ici et qui va bien nous embêter. On se retrouve donc au tour 4, à la fin de ce tour 4 où il s'est passé beaucoup de choses. On commence de suite par un premier combat de cavalerie qui va opposer un régiment de chevaux légers autrichiens, ici en bas sur l'image, qui va charger je crois que ce sont des hussards ou des chasseurs français. Alors le combat a l'air assez déséquilibré, mais pourtant les Français vont quand même réussir à faire 4 pertes aux Autrichiens. Bon, eux ils partent complètement en déroute et en dissolution, mais ils arrivent quand même à faire pas mal de dégâts sur ce régiment autrichien. Le régiment autrichien ne poursuit pas, il reste en place parce que comme ça il va pouvoir menacer un peu plus l'aile gauche française, et puis il arrive à passer derrière le petit village qu'il y avait sur le côté gauche. Donc une charge réussie pour les Autrichiens, mais qui a coûté quand même un petit peu cher. On continue dans ce tour depuis l'aile gauche autrichienne, où on va voir tout de suite un deuxième combat de cavalerie. Ce combat, il va opposer le régiment de hussards qui s'était reformé en bon ordre au tour précédent, des hussards hongrois, qui viennent charger un régiment de lanciers. Donc là, le résultat est beaucoup plus partagé, parce qu'il faut savoir que les lanciers tapent forcément en premier. Ça, c'est une règle de LH, les lanciers, du fait qu'ils ont une lance, tapent en premier. Mais malgré ce point de règle, les hussards hongrois arrivent tout de même à faire fuir les lanciers français qui partent en déroute, qui sortent de table quasiment tous, et qu'on ne reverra plus jusqu'à la fin de cette partie.
Donc le job au niveau du centre de la table, ou de l'aile gauche plutôt autrichienne, a été fait par les hussards et par les chevaux légers. Donc on voit ici les trous qui ont été faits par les Autrichiens sur l'aile droite française. La maison est toujours en feu, les bataillons qui étaient à l'intérieur ont réussi à sortir avec beaucoup de pertes, ils ont perdu quand même 12 figurines en l'espace de 2 tours où ça a brûlé. Et puis on va arriver tout de suite sur un troisième combat. Alors ce coup-ci, c'est un combat d'infanterie, puisqu'il s'agit d'une charge des grenadiers autrichiens contre un bataillon de Français, je crois que c'était des conscrits, qui étaient sur la colline centrale. Donc je rappelle, cette colline n'avait aucun enjeu en termes d'objectif. Les grenadiers gagnent le combat, font fuir ce bataillon. Les bataillons autour testent, je crois qu'ils tiennent, ils arrivent à rester en place. Très peu de pertes côté autrichien, vous voyez, je crois qu'il n'y a même eu aucune perte. Et le bataillon français est parti directement en fuite sur ce combat-là, qu'on voit ici, le trou qui est fait là aussi, enfin le vide qui est fait sur ce côté de la colline. Tout de suite après, on va voir un autre combat, alors lui qui est vraiment pas prévu, parce que c'était quand même un sacré coup. Déjà pour commencer, on voit le bataillon de grenadiers qui est dans la pente de la colline, là, qui avait un ordre de charge. Ils n'ont pas chargé tout simplement parce que la cible qu'ils avaient, qui était en haut de la colline, qui était un autre bataillon français en désordre, eh bien, a réussi à passer son ordre. Et vous allez voir que cet ordre, il est assez bluffant, puisque tout simplement, ils sont partis en charge. Ils ont chargé le bataillon de mousquetaires russes qui était en bas de la colline, que vous voyez ici en bas à droite. Pas peur, ils étaient en désordre, avec avec un désordre, je crois. Ils ont réussi à activer et ils ont chargé. Et ils sont allés taper le bataillon de mousquetaires. Alors ça n'a pas bien marché, ils ont perdu le combat, ils sont partis en fuite, mais il fallait quand même l'oser. Donc on voit ici le bataillon qui est en fuite, et puis les mousquetaires qui sont restés en place avec quelques pertes. Avec un régiment de hussards qui était derrière en soutien, des fois que au cas où. Donc voilà pour cette partie-là de la colline centrale, qui n'a pas vraiment, comme je le disais, qui n'avait pas d'enjeu en termes d'objectif, mais qui a été quand même le sujet de beaucoup de combats. On arrive maintenant sur l'objectif principal qui était la colline de droite sur la vidéo, avec ici un combat multiple, puisqu'il y a eu une charge française sur un bataillon de mousquetaires, une charge d'infanterie, qui a été suivie par une charge de cavalerie, et donc ça fait l'objet d'un combat multiple. Donc on voit ici toutes les unités qui sont en combat. C'est les mousquetaires russes qui ont perdu le combat, qui partent en fuite. Alors, il y avait quand même 2 unités de chaque côté qui combattaient, de mémoire, enfin si je vois bien. Et tout le monde est parti en fuite côté russe, ça fait pas mal de vide. Et le français, je crois qu'il a dû partir aussi en fuite de mémoire. Non, il n'est pas parti en fuite, autant pour moi. Il a pris la place sur la colline. On se retrouve avec beaucoup de monde sur la colline, mais une majorité de Français en bon ordre. On arrive enfin sur un dernier combat de cavalerie, puisque ce sont les cuirassiers français qui viennent charger les hussards russes. Sous les yeux ébahis du carré russe qui espérait qu'on les charge, mais finalement personne ne les a chargés. Donc c'est le dernier combat de ce tour, le dernier combat de cette partie aussi, qui en a compté pas mal. On va faire le décompte après. Le résultat de ce combat, il est assez simple. Ce sont les cuirassiers qui ont gagné le combat, je crois, où il y a eu match nul. Non, je crois que c'est les cuirassiers qui ont gagné le combat. Les hussards partent en fuite, avec les pertes qui vont bien, et puis ils sortent de table. Et les cuirassiers se replient en bon ordre. Donc côté droit, ça s'est pas bien passé du tout pour les Alliés. La colline, elle a été majoritairement tenue par les Français, même s'il y a pas mal d'unités encore russes à proximité. Mais à terme, ce sont les Français qui tiennent l'objectif. Donc c'est ce qu'on voit ici sur cette vue depuis la Lune. Donc ici l'aile droite avec toutes les unités qui sont sur la colline, une majorité d'unités françaises en bon ordre. Opposé aux Russes qui avaient beaucoup moins d'unités en ordre serré, mais qui étaient quand même à proximité. Donc on a considéré quand même que la colline était tenue par le Français, même si ça ne correspondait pas exactement à ce qu'on s'était dit en termes de maintien d'objectif. Le centre était bien dégagé par les grenadiers, puis les canons russes et autrichiens, surtout au niveau de la colline. Les cavaleries autrichiennes ont fait leur job à ce niveau-là de la table. Ils ont fait le vide, il y a un énorme trou côté français. Et puis l'aile gauche, grâce à la position assez tactique, a empêché le français de faire quelques mouvements que ce soit.
Voilà donc pour cette partie, une super partie, hein, 3600 points, c'est super à jouer, même s'il faut commencer tôt pour finir tard, et puis il faut être à plusieurs joueurs, hein, parce que sinon ça passe pas. 9 combats sur cette partie en l'espace de 4 tours, dont 6 dans le dernier tour quand même. Donc c'est assez phénoménal, hein. Ça a été assez viandard, mais c'est intéressant. Voilà, on a appris plein de choses, en termes tactiques, et puis ça nous a fait un bon entraînement pour Leipzig. Comme d'hab, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'essaierai d'en faire d'autres. Je suis en train de galérer pas mal avec mon vieil ordinateur pour faire ce genre de vidéo, mais je ne désespère pas. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à commenter, puis ciao les affreux.